très content de pouvoir animer cette table ronde parce que on parle beaucoup des relations association-pouvoir public et on ne les a pas toujours au même endroit, au même moment. Moi, la première question que je voulais vous poser, alors je vais peut-être commencer par Renaud Père, et ensuite on questionnera évidemment Cathy sur le sujet, mais comment vous percevez les associations? Peut-être l'enjeu, c'est d'arriver à mieux comprendre comment tous les deux vous percevez association, pouvoir public. Alors vous ne vous connaissez pas forcément, mais globalement, quelle idée vous faites du secteur associatif? Et ensuite, on demandera à Cathy quelle idée elle se fait justement de ces collaborations avec les pouvoirs publics. D'abord, Renaud Père. Merci beaucoup. Donc, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous cet après-midi. Difficile de prendre la parole en faisant abstraction de ce qui vient d'être dit. Et donc, moi, en tout cas, j'ai envie de prolonger un peu la discussion qu'on vient d'écouter, et j'en dirai quelques mots. Peut-être quand même, et puis aussi quelques réactions. Alors, j'étais malheureusement pas là, mais à des paroles qui m'ont été rapportées de la matinée. D'abord quand même, toute prise de parole autour de nos relations, j'ai envie de dire, elle doit s'inscrire dans un contexte de pression considérable sur les métiers, évidemment, du prendre soin, j'ai envie de dire, de manière générale, un contexte effectivement d'extrême tension et d'extrême préoccupation sur la question démocratique. Et quand même, on parle de cela, et je crois que Pierre Rosanvallon est intervenu sur ce sujet. Et puis, un contexte de sens, ou en tout cas de sens et de résistance à un moment donné sur le sens de l'intérêt général au moment où il est de plus en plus menacé et avec des angoisses sur des échéances à venir dans quelques mois, quelques années. Ça, c'est le point, parce que je pense que ça doit quand même aussi nous conduire à quelques prises de parole. Le deuxième élément, juste de préambule, et après je réponds à votre question, c'est que je suis obligé un peu de vous dire ce qu'est la métropole de Lyon. Alors je sais que vous avez eu votre président nous a déjà bien détaillé la question. Oh, alors, voilà. Tant mieux. Donc je veux juste vous rappeler, parce que c'est quand même pas si évident que cela, que c'est un département. En tout cas, que c'est une collectivité totalement unique, qui est à la fois EPCI, ancienne communauté urbaine, et département. Et donc, elle a peu d'équivalent en France. Elle n'en a pas. Le modèle, en tout cas la référence à laquelle on peut penser, c'est peut-être la ville de Paris, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences. Et puis, c'est dire aussi que pour nous, les politiques sociales, c'est 1 milliard d'euros dans notre budget, de 3,5 à peu près, et 2500 agents qui sont mobilisés pleinement. Mais c'est autre chose quand même qu'il faut dire. Ce n'est pas les chiffres qui nous intéressent ici. C'est évidemment la relation qu'on peut avoir pour répondre à votre question. Oui. Moi, je ne dirais pas opérateur. D'abord parce que c'est un vrai débat. Mais par rapport au préambule... Déjà, vous commencez bien. Voilà. Par rapport au préambule que nous avons que j'ai essayé de poser à la suite de la discussion aussi précédente, moi, des opérateurs, j'en ai beaucoup dans mon action au public. Je dois vous dire que je suis vice-président au logement, à la politique de la ville, et donc la question des opérateurs, elle existe. Mais une association, ça ne peut pas être un opérateur. Bien sûr qu'elle opère de l'action publique, on ne peut pas dire le contraire. Mais la question du sens, la question de l'engagement qu'on a posé quand même dans la table ronde précédente, cette question, elle doit être prise en compte. C'est-à-dire que si, simplement, moi je dis, allez, vous remplissez cette mission, mais j'attends pas de vous un retour réflexif, un moment des limites, alors c'est tout l'enjeu démocratique qu'on a posé avant qui est menacé. Et je le dis pas, c'est pas de la langue de bois. C'est de dire, en fait, ce que nous devons passer comme obstacle, et je sais qu'on parlera peut-être des obstacles, c'est de se dire comment on mène une action publique où vous êtes partie prenante, mais que dans ce cas-là, vous participez réellement par le sens que vous portez, par le sens que vous engagez dans votre action, à la construction de l'action publique. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec notre projet métropolitain des solidarités qui guide l'ensemble de nos politiques publiques.
plus, on avait pris un temps d'élaboration avec 800 participants. C'est ce qu'on a fait il y a 2 ans. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la politique de la ville dans le cadre du contrat de ville. On est tous en train d'adopter nos contrats de ville et ça mobilise bon nombre d'associations. Mais j'ai tenu à ce qu'on ait les assises des quartiers populaires, d'abord pour que les associations et les structures nous disent voilà ce qu'on attend de la métropole de Lyon. Et puis c'est ce que j'essaye aussi de faire dans la politique de l'habitat, avec un livre blanc de l'habitat, mais on s'en moque. Enfin, c'est pas ça, on s'en moque. Si je dis ça devant vous, ça laisse supposer que ça n'est qu'un document parmi d'autres. C'est plutôt ça guide mon action. Mais c'est extrêmement important, à un moment, de se dire il y a toute une partie des choses où je ne sais pas dans quel sens. Je sais que j'ai envie de travailler avec telle et telle association parce qu'elle couvre tel et tel domaine, mais j'ai besoin véritablement qu'elle me donne aussi une orientation. C'est aussi une manière quand même, d'une certaine manière, de limiter l'incertitude ou la complexité quand même de l'action publique qui est quand même aussi aujourd'hui extrêmement grande et importante. On y viendra. Cathy Lemoigne, justement, sur cette perception, avant qu'on aborde les difficultés, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés en dépit de... Et encore une fois, il va falloir parler du contexte, hein, parce que selon qu'on se situe au national ou au local, peut-être que les choses sont un peu différentes. Mais sur les perceptions, Cathy Lemoigne, qu'est-ce que vous pouvez dire de vos perceptions des pouvoirs publics, en tout cas des collectivités ou même des organismes publics avec lesquels vous travaillez, qui vous financent, avec lesquels vous dialoguez? C'est quoi les perceptions? Et déjà, est-ce que ces perceptions, elles ont évolué? Est-ce qu'avant, c'était super chouette et maintenant, c'est super dur, quoi? Mais on va parler des difficultés après. Mais déjà, les perceptions. Alors, je ne vais pas parler d'un monde rêvé ou avec grande nostalgie où avant, c'était rêvé et aujourd'hui, c'est massacré. Mais je suis séduite par votre discours, très séduite. La seule limite que j'ai, c'est quand on rentre dans un champ concurrentiel extrêmement bien organisé par la loi HPST depuis 2009, qu'on nous demande de répondre à des appels à projets, voire des marchés publics. Alors la question du fait social pris du côté des associations se restreint et se circonscrit à la limite dont vous parliez. C'est-à-dire que d'un côté, que les associations comprennent, et c'est très légitime, que vous ayez besoin de voir le sens de l'action portée et les compétences allouées pour pouvoir les porter aussi bien qu'il se doit. Si seulement ça pouvait se passer comme ça, alors on serait dans un monde rêvé. Là où on est en point de butée, c'est que quand vous avez des réponses à des appels à projets, que ces appels à projets vous notent et que vous avez 30% d'une note qui vous note à la mieux-disance, et ça c'est encore pas trop mal, mais quand vous avez des notes qui rapportent à la moins-disance, là vous commencez à vous dire que vous êtes circonscrit non pas à la qualité de votre action, mais vous êtes circonscrit à la qualité du moindre coût que vous êtes capable de mettre en œuvre. Et je trouve que cet aspect du dialogue et l'idée d'être avec vous, Monsieur Père, me plaisait beaucoup parce que je trouve que nous ne trouvons plus le chemin de ces discussions qui sont franches, sincères, honnêtes et pour lesquelles on pèse tout à fait la responsabilité qui nous incombe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut cesser de penser que les associations gestionnaires seraient des lapins de 6 semaines alors même qu'on a travaillé énormément à refonder tous les diplômes des encadrants. On a eu depuis 15 ans, beaucoup de directeurs qui se sont formés au CAFDES, beaucoup de chefs de service qui sont passés en CAFERUIS. On a pris conscience que les fonds publics ne sont pas le tonneau des Danaïdes. Et je nous crois très sincères dans l'action publique à laquelle on se réfère. Mais j'aimerais qu'à un moment donné, on puisse rentrer dans des dialogues qui sont aujourd'hui uniquement plus que des dialogues de gestion, qui concourent à ce partage tel qu'on se fait aujourd'hui, sincérité, et qui permettent non pas de s'arrêter au coût et à la dépense comme si nous étions ostentatoires et comme si nous n'avions même pas idée que ce n'est pas le tonneau des Danaïdes, mais plutôt qu'on se dise travaillons au sens de l'action publique et donc intrinsèquement et nécessairement à la qualité de celle-ci. Sauf qu'aujourd'hui, quand moi je ne discute plus que de coûts, je ne discute plus que de la dépense, alors même que je réponds à une politique publique que moi-même je n'ai pas mise en œuvre, en tout cas que je souhaite cette politique, je ne l'ai pas votée, et pourtant je suis sans cesse en train de légitimer pourquoi je gère de l'action publique.
Je vous laisse réagir, évidemment. Bah, cela dit, je n'ai pas le rôle facile et c'est surtout pas le rôle que je veux tenir parce que c'est pas tout à fait le mien. J'ai salué votre propos et votre présence et c'est tout sauf acerbe. Non, mais et puis je le prends pas du tout comme ça. Mais non, mais on va revenir sur les obstacles. Hein, et évidemment, le mode de relation, l'appel à projet, le temps consacré quand même au montage d'un budget, etc. Ça, je souhaite qu'on y revienne et en dire un mot. Mais je vais essayer de vous prendre au mot, ou en tout cas de dire qu'est-ce que ça veut dire le sens, ce que j'ai aussi essayé de dire. Je vous prends un des domaines les plus complexes que j'ai apportés dans ma politique de l'habitat. La question de l'hospitalité. La question de l'hospitalité. Tous les territoires, tous les départements ne sont pas à égalité, ou en tout cas ne font pas autant. Moi, je vous dis quelques repères. Nos prédécesseurs, c'était 40 personnes mises à l'abri en 2019 avant le Covid. La métropole de Lyon, en 2023, c'est 3000 personnes mises à l'abri. Donc, cette politique de l'hospitalité qui ne fait jamais assez. Il y a trop de personnes à la rue. Évidemment, il y en a beaucoup dans les rues de Lyon ou dans notre métropole. Néanmoins, nous avons voulu développer une politique de l'hospitalité. C'est extrêmement périlleux, parce que c'est de l'accueil inconditionnel. C'est mettre en place des dispositifs, je vous en donne que quelques-uns, mais vous allez voir où je veux en venir. C'est évidemment la prise en charge, la prise en charge des mineurs non accompagnés dès l'arrivée sur le territoire, avant même qu'on sache s'ils sont mineurs ou pas. Je le dis parce qu'il commence à y avoir des situations très problématiques dans d'autres départements. C'est la prise en charge des jeunes qui sont en recours. Ils n'ont pas été reconnus mineurs par la métropole comme département. Eh bien, nous avons ouvert 102 places pour qu'ils soient pris en charge. Je crois que ça ne se voit pas ailleurs. Et puis, c'est les mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. Je vous prends un des combats qu'on mène, nous, métropole, celui de la continuité de la prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait aux 3 ans de l'enfant ? Et quand je dis « on », c'est ensemble, parce que ce n'est pas nos services métropolitains qui ont monté les tiny house, les petites maisons ou les lieux, c'est bien sûr des associations parfois historiques de notre territoire. C'est aussi la force de ce territoire, quand je voulais vous le décrire, c'est de vous dire aussi qu'on a un tissu associatif extrêmement ancien et extrêmement solide, mais donc c'est ça le rôle. À un moment, il y a une question fondamentale, parce que pourquoi elle est complexe, cette politique ? Parce que nous ne décidons pas, nous, en tant que collectivité, de la politique migratoire. L'État le fait. Et l'État est le législateur, ou en tout cas, dans les derniers rebonds de la dernière loi immigration, a pris des orientations. À ce moment-là, on est dans la question du conflit et de la résistance. Et à ce moment-là, je crois que la question du sens, c'est aussi qu'on porte ensemble des combats politiques, mais qui vous mettent plus en difficulté. Je vous dis, je m'adresse à vous comme si vous étiez la représentante. Mais je me noie dans ses yeux verts, c'est extraordinaire. Voilà. Allez-y, dites-moi. J'utilise tous les arguments, vous aurez compris. Tout est possible. Donc voilà. Non, mais vous voyez bien que on a besoin qu'on fasse bloc, alors même que vous êtes beaucoup plus en danger pour porter un discours face à l'État en disant « stop ». Les 3 ans de l'enfant, on ne peut pas laisser les remettre à la rue et ça ne peut pas être sur les épaules d'une collectivité aussi forte soit-elle que la métropole de Lyon. Et donc là, on commence à arriver dans cette question de la résistance et de l'enjeu démocratique. Et qui, si vous ne le faites pas avec nous, c'est demain vos conditions d'action qui seront menacées. C'est ça que je veux poser comme... C'est complexe, mais c'est aussi un des enjeux majeurs. C'est-à-dire qu'à un moment, faire le pari que vous n'êtes pas des opérateurs, vous participez avec nous. Sans vous, pas de politique de l'hospitalité, pour le dire très clairement. Sans vous, pas de politique, notamment d'habitat inclusif, comme on le fait ailleurs et dans bien d'autres domaines. Sans vous, pas de protection de l'enfance réellement. Eh bien, si on ne met pas des limites aujourd'hui, je crains que demain soit encore beaucoup plus sombre. Et c'est ça, quand je dis faire du sens. Après, je vous réponds de manière un peu plus... en mettant vraiment beaucoup d'enjeux. Oui, ça suppose, mais je crois qu'on y revient dans quelques instants, ça suppose quand même de vous laisser le temps d'agir. Et là, je sais qu'on doit inventer, c'est pas aujourd'hui qu'on le dit, ça fait des années qu'on le dit, on doit inventer des modes
de régulation de notre relation, j'ai envie de dire, beaucoup plus moderne que ces simples appels à projets et cette vérification permanente de savoir si vous avez bien rendu en temps et en heure le budget. Alors justement, si on en vient à ce dialogue autour de la gestion, ces contraintes gestionnaires, on a l'impression quand même que les associations, alors peut-être c'est une vision un peu naïve des choses que j'ai, mais peuvent aussi pouvoir trouver des espaces de liberté, notamment, on l'a évoqué dans la première table ronde, au travers de la gouvernance. Avant qu'on analyse tout ça, moi je voudrais quand même qu'on donne la parole à Chantal Janin, pour qu'elle nous explique un petit peu, parce que Chantal Janin est quand même vice-présidente de l'association GRIM. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est que l'association GRIM et ensuite nous expliquer votre fonction? Oui, donc l'association GRIM, elle propose des logements inclusifs pour les personnes en souffrance psychique sur la métropole de Lyon et dans le département du Rhône. Avec un accompagnement SAVS, SAMSA, selon les cas des personnes. D'accord, très bien. Est-ce que, alors, l'association GRIM donc, a une gouvernance moderne, parce qu'une personne concernée, vice-présidente, je suis désolé, enfin, moi, on le voit pas, on le voit pas tout le temps, donc bravo à l'association GRIM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, on peut applaudir. Parce que les gouvernances comme ça, d'avant-garde, c'est ce qui doit nous guider aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle est votre fonction? Qu'est-ce que vous faites en tant que vice-présidente? Je suis vice-présidente. Je participe à plusieurs collectifs, notamment le PTSM, le collectif Tous et Tous Concernés avec l'association AMAC. D'accord. L'association AMAC, elle propose des formations qui est le droit handicap participation sociale aux personnes concernées. La formation premier secours en santé mentale et le CVS, le conseil de vie sociale. D'accord, ok, très bien. Est-ce que, moi je voulais m'intéresser aussi aux plus-values de cette gouvernance moderne. On avait un peu échangé à GRIM, enfin on a un peu échangé, mais vraiment 3 minutes, juste après le déjeuner, voilà, juste après le déjeuner, et vous m'aviez dit, c'est vrai qu'avec cette gouvernance-là, comme on est directement concerné, aussi on est plus légitime vis-à-vis des pouvoirs publics. Oui, on est concerné devant les pouvoirs publics pour faire avancer les choses au niveau logement inclusif, parce qu'il y a encore beaucoup de dossiers qui sont en attente à l'association GRIM. Et les personnes, elles attendent soit dans les hôpitaux, une place dans un logement, ou soit chez leurs parents. D'accord. Et ça, c'est insoutenable pour une personne concernée d'attendre en hôpital au long cours 10 ans ou 7 ans dans un hôpital pour ne pas avoir de logement parce que le dossier d'une personne en souffrance psychique, eh bien, il passe derrière les autres, quoi, voilà. D'accord, très bien. Alors, on parle de discrimination, mais je voudrais quand même qu'on fasse des campagnes de sensibilisation pour déstigmatiser la maladie. Et ça, c'est un combat perpétuel que je fais. Et le message passe très très bien. Justement, alors je vais faire rebondir Monsieur Père sur le sujet. Est-ce que vous, en tant que pouvoir public et financeur, est-ce que justement, quand il y a des associations comme ça qui mettent en lumière les personnes concernées, voire même, puisque vous évoquez des collectifs directement associatifs constitués que de personnes concernées, est-ce que ça résonne différemment dans votre oreille? Complètement. Enfin, c'est-à-dire que c'est évidemment pour nous extrêmement important. On porte ensemble des projets d'habitat inclusif. Sur le territoire, c'est 42 projets d'habitat inclusif qui ont été retenus. Mais enfin, je suis tout à fait d'accord, c'est tout petit. On est un des départements où on l'a le plus fait. On a pas mal embrayé quand même sur cette forme d'habitat. On aimerait bien d'ailleurs un deuxième appel à projet national. Voilà. Néanmoins, ça ne suffit pas, comme vous le dites. C'est-à-dire que la liste d'attente est importante et très longue. Donc, mais on le travaille. Enfin, je pense à des projets qu'on a ensemble. Et voilà. Et puis, il y a le deuxième élément. C'est aussi ce qu'on fait de manière générale. Mais après, il faudrait que j'évoque d'autres dispositifs. Mais notamment, on a relancé, ça existait déjà sous le mandat précédent, qu'on soit très clair, la commission métropolitaine d'accessibilité.
précisément, moi j'anime le groupe de travail logement. Pour le coup, cette commission n'est composée que d'associations. Moi, dans le groupe de travail logement, dans les dispositifs qu'on met en place, le fait que ce soit les personnes concernées qui soient autour de la table permet d'avancer sur des terrains que je n'aurais absolument pas imaginés et pour lesquels, il faut quand même dire les choses, nous n'avions pris aucun engagement. Ou quasiment pas en 2020 quand on est arrivé. Mais depuis, c'est l'engagement de se dire, on fait des visites de chantier, on regarde avec les aménageurs et avec les promoteurs, par exemple, je parle vraiment que de l'habitat, là je suis désolé, mais comment précisément on va dire, là c'est plus possible de livrer des logements de cette manière. Bien sûr que ça respecte la loi, etc., mais dans les faits, il faut tenir compte des besoins des personnes. Ouais, donc voilà comment on travaille. On essaye aussi, évidemment, de voir comment on adapte le parc social. Et tout cela vient véritablement de la connaissance, évidemment, des personnes concernées. Et je crois de la nature de la relation qu'on a établie, qui est de prendre là pour le coup des engagements et d'essayer de les tenir le plus possible. Et pour autant, on mesure tout le travail qu'on a encore à faire, parce que c'est des petits éléments. Alors, bien sûr, ça fait bouger un tout petit peu les lignes, mais ça ne suffit pas pour prendre notamment les dossiers de l'habitat. Mais en tout cas, d'avoir du côté des associations, des personnes concernées en position exécutive, si on essaye de le dire comme cela change tout, et cela doit nous inspire. Cela doit nous inspirer, cela nous inspire. Cela nous inspire aussi dans nos dispositifs qui, précisément, mettent en place des collèges avec des personnes concernées. Très bien. On va s'approcher de la fin. Je voudrais redonner la parole à Cathy. Oui, je sais, c'est très frustrant. Oui, c'est très frustrant. Mais je voudrais justement avoir l'avis de Cathy, justement, sur ces gouvernances comme ça, qui sont pour moi extrêmement modernes, où on met justement les premières personnes concernées en position de décider, de choisir, voire même des associations uniquement constituées de personnes concernées. Est-ce que ça peut contribuer, selon vous, selon toi, à changer aussi l'état des rapports parfois difficiles entre les associations et les pouvoirs publics? Est-ce que c'est un gain de légitimité quelque part? Alors, je vais faire une réponse de Normand. D'accord. Pourtant, je ne viens pas de là. Évidemment que ça ramène énormément de compréhension, de délicatesse, de dignité, de respect et de tolérance. C'est-à-dire que c'est jamais la même que de parler pour les personnes, sur les personnes, que de parler avec les personnes elles-mêmes. Et c'est encore mieux que de véritablement, non pas comme un alibi politique publique, mais bien comme une réelle place faite au sein de nos gouvernances. Nécessairement, ça aide à penser l'action publique et à comprendre les effets du travail social et les limites du travail social. C'est-à-dire que s'occuper de personnes vulnérables, en difficulté, ça invite parfois à beaucoup de réflexion. On travaille avec... Alors, deux choses dans mon propos à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'à la fois, soyons professionnels et faisons en sorte que nous soyons formés à cette question, parce qu'être aux côtés de personnes en difficulté, ça n'a rien à voir avec être charitable. Ça a à voir avec trouver la bonne posture, trouver les bons mots, trouver la juste place et nourrir l'interespace de l'un à l'autre qui permet de garantir qu'on a une réelle compréhension de ce qu'aimerait l'autre. Et la question du désir, elle n'est jamais parlée dans l'action sociale. Et pourtant, les personnes accompagnées ne font que ramener du désir de ce qu'elles voudraient, du désir de ce qu'elles aimeraient. Et qu'aujourd'hui, on est assez à privé. Je donne un exemple. Aujourd'hui, en protection de l'enfance, les jeunes majeurs et les MNA, dont parlait M. Père, on est tellement en difficulté sur de la signature de contrats jeunes majeurs. Alors ce que je dis là, c'est vrai pour certains départements, c'est pas vrai pour d'autres. M. Père fait preuve de grand engagement et ça se voit. Malheureusement, sans un département et parfois sans une disparité. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que sur ces MNA, moi j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que par souci de sauvegarde et qu'ils trouvent un pécule à la sortie de la protection de l'enfance, alors on leur indique la nécessité
nécessité d'aller travailler en apprentissage, quand bien même ça ne soit pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Et voyez combien on s'écarte de la notion de désir. Les personnes accompagnées, elles nous ramènent ça. C'est-à-dire qu'elles nous disent ô combien elles sont désirables et ô combien elles veulent. Donc on a beaucoup de trajets à faire. Et si je redonne à la protection de l'enfance, j'ai le micro, c'est terrible Antoine, tu ne vas pas me l'arracher comme ça. Mais en tout cas, de dire que si aujourd'hui on a besoin des personnes accompagnées, alors il faudrait que ça soit édicté un peu partout de la même façon. Il existe des départements aujourd'hui où, par exemple, en protection de l'enfance, nous n'avons aucune fédération d'anciens enfants accompagnés qui sont installés. Et c'est d'ailleurs même pas à la volonté du conseil départemental. Ce qui, moi, me navre, me déprime. Et je ne comprends pas que dans une société où on dit « soyons plus modernes et contemporains et soyons inclusifs », alors mettons en œuvre la place des personnes accompagnées. Eh bien oui, alors faisons-le ensemble. Moi, je ne rêve que d'un monde décrit par Monsieur Père. C'est-à-dire, top là, on se dit ensemble, on va y travailler. Et si l'État a des choses à y voir sur des politiques décentralisées, on peut les porter ensemble. Mais bien sûr, encore faut-il que les départements acceptent parfois que nos gouvernances aillent vers eux et qu'on ne soit pas menacé de dotation parce qu'on irait trop loin dans un fait politique aujourd'hui qui ne nous appartiendrait pas. Un dernier mot, mais vraiment très rapide, Renaud Père. J'essaye le plus rapide possible. Mais d'abord, tout ce qu'on se dit là a trait à la démocratie la plus forte qui soit. Vraiment, c'est ça qu'on est en train de jouer. Donc d'abord et avant tout, je me dois quand même de dire, ne jetons pas, ce n'est pas du tout la nature de notre débat d'ailleurs, la démocratie représentative par la fenêtre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand même dans nos relations, il y a l'idée quand même qu'à un moment, l'élu en position d'exécutif, il engage les dépenses publiques et donc il y a ce rapport qu'on doit fluidifier absolument, mais qui est que forcément à un moment, il y a un arbitre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de redire quand même que la démocratie associative, elle est majeure. Elle est majeure. Alors, j'ai entendu tout à l'heure dans la table ronde précédente, ça peut prendre diverses formes. Quand même, la forme associative, elle est extrêmement importante. On souffre aujourd'hui, ça fait un peu, pour le coup on parlait de l'âge, je crois dans la table ronde précédente, ça fait plus âgé, mais on souffre aujourd'hui d'un rapport trop détendu aux institutions. Oui, les institutions, elles nous protègent. Oui, elles nous protègent. Et les institutions associatives, parce que ce sont des institutions, il faut les défendre. C'est pour ça que je prends un peu de nuance par rapport à tous les collectifs dont on peut parler, qui sont importants, mais qui ne remplissent pas tout à fait le même rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est probablement par ces associations, par ces structures et leur vitalité qu'on arrivera à redonner le goût du collectif. Mais, et c'est là-dessus que j'aimerais terminer, nous devons, vous, en tant qu'association, vous devez nous amener encore plus fortement à vos préoccupations. C'est un soir, si nous, on ne vient pas, nous inviter l'élu responsable et lui dire « ce serait bien ce soir que vous veniez voir précisément les personnes concernées », ce qu'on devrait faire de nous-mêmes. Mais parfois, il faut forcer peut-être le dialogue. Et nous, en retour, nous devons absolument, même en tant que collectivité, nous ne nous substituons pas à l'État qui a une grosse responsabilité en la matière. Mais nous devons absolument revaloriser le prendre soin parce que c'est ça qui redonnera confiance dans la démocratie et dans notre démocratie représentative. Et c'est bien ce que nous avons engagé, c'est pour finir sur une publicité. Depuis hier, à travers le Festival des métiers du prendre soin dans la métropole de Lyon, c'est une manière précisément de dire, vous, les plus jeunes, et peut-être les moins jeunes, il y a des métiers que vous oubliez dans votre horizon alors que vous devez y penser. Et ce sont des métiers essentiels. Ce sont ces métiers qui permettent de faire tenir la société. Très bien, je vous remercie beaucoup. Juste un dernier mot. Allez, le tout dernier. Pas conviction plus que vocation et rémunération plus que bénévolat. Et un Ségur qui permettrait vraiment d'améliorer les conditions de travail pour aller dans votre sens, monsieur Père. On le portera ensemble auprès de l'État. Top là. Très bien, merci beaucoup. On remercie nos intervenants.